Bonjour. Aujourd'hui, la guerre, on ne l'imagine plus que chirurgicale, dans les airs ou dans l'espace. Avec cette émission de Galilée, on redescend sur Terre, voire sous terre, avec la guerre de 14-18, celle des tranchées. Pour commencer, je vous invite à découvrir des paysages marqués à jamais par l'une des plus grandes bûcheries de l'histoire. C'est à Verdun, à 260 km de Paris, que s'est déroulée l'une des principales batailles de la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918. C'est ici, à Verdun, que les Allemands ont décidé de lancer une de leurs grandes offensives en 1916. En un an, 700 000 soldats sont morts sur un front de 30 km. Pendant la Première Guerre mondiale, le terrain était découvert. Les morts du cimetière étaient les soldats du front, appelés les poilus. Au cours de la guerre, le paysage se modifiait sans arrêt, bouleversé par les explosions, crevassé par les tranchées. Allemands et Français s'entretuaient pour quelques mètres carrés. Leur position changeait continuellement. Après l'offensive allemande d'août 1914, les positions s'étaient stabilisées sur une ligne de front qui allait de la mer du Nord à la Suisse. Elle passait par Verdun. Les armées se sont enterrées. De part et d'autre, on a creusé des tranchées. Dans certains secteurs du champ de bataille de Verdun, les lignes ennemies sont très proches. Le soir de Noël 1914, des soldats de camps opposés se sont même parlé et ont échangé des vivres. Aujourd'hui, en se promenant en forêt, on découvre encore parfois des vestiges du champ de bataille. Ces tranchées étaient creusées au milieu des champs. La plupart sont de simples fossés maintenus en place par des branchages, des sacs de sable et des débris. Ici, pas de lit douillet, mais la terre humide et dure, la boue. Pas de chauffage central dans les tranchées, mais le vent, la pluie, le froid, la neige. Pas de repas aux mets recherchés et délicats, mais la soupe, du bouilli ou du rôti, un légume, le tout mangé froid très souvent, en compagnie des rats et des cadavres. Sur le champ de bataille de Verdun, on remarque d'anciennes forteresses, comme le fort de Vaux, qui servait de refuge aux soldats. Nos abris sont remplis de poux, de gros totaux noirs qui nous dévorent. Ils fourmillent. Jamais je n'en ai tant vu, ni de si voraces. Nous nous grattons jusqu'au sang, la nuit, le jour, sans arrêt. On n'a pas encore découvert tous les engins de guerre de cette bataille. Le colonel Janson et son équipe continuent à fouiller le terrain 80 ans après. Là, vous avez des armes blanches, des baïonnettes, une baïonnette allemande. Il y avait beaucoup de combats de corps à corps. Les Français, Allemands se battaient devant les tranchées avec ce genre d'objets qui se trouvaient sur leurs fusils. Vous avez également des grenades, grenades à manche, grenades défensives, grenades offensives que l'on retrouve encore sur le terrain. Alors ces objets sont toujours très dangereux. Plus ils sont vieux, plus ils sont dangereux. Et si vous en trouvez sur le terrain, il faut toujours éviter de les manipuler. Pour les poilus, l'arme la plus redoutable est l'obus. 37 millions d'obus ont explosé sur le champ de bataille de Verdun. Ces obus sont tirés par des canons dont la puissance et le nombre ne cessent d'augmenter pendant la guerre. Les obus tombent avec un fracas épouvantable, dans des nuages de fumée opaque,
creusant d'énormes cratères, multipliant les victimes. C'est une avalanche de terre calcinée, de fonte et d'éclats, parfois, hélas, de lambeaux humains, jambes et bras projetés en l'air, restant accrochés dans les branches. C'est tout un village qui a été victime des bombardements d'obus. Le village de Fleury. Le colonel Rodier est aujourd'hui le maire de Fleury. Ce village de Fleury de Vendôme, il va être complètement englouti par des millions d'obus qui vont être utilisés sur un secteur de part et d'autre de l'emprise de ce village, où les combattants français et allemands vont se battre au corps à corps, au poignard, à la grenade, toujours sous les fameux bombardements, et souvent sous les bombardements conjugués des deux adversaires enchevêtrés. Autre moyen de destruction massive, les mines. Elles ont entraîné la disparition complète du village de Vauquois, qui se trouvait avant 1914 à la place de ce terrain tourmenté. Je suis venu sur le site de Vauquois pour retrouver à quel endroit précisément mon grand-père s'est fait blesser et ensuite décédé de ses blessures à l'occasion de l'attaque du 4 mars 1915. Donc pour rendre compte, lui rendre aussi hommage, et il est attaqué sur la direction de l'église, donc on peut supposer qu'il a été blessé dans cette zone-là. Les attaques décidées par l'état-major ne permettaient pas de percer définitivement les lignes ennemies, mais elles se terminaient chaque fois par des dizaines de milliers de morts. Quand le jour se lève, je ne puis me défendre d'une sensation d'horreur et d'épouvante, quand je vois qu'à l'endroit que j'occupais, le parapet est en partie formé de cadavres, et que toute la nuit, je me suis appuyé sur des godillots qui émergeaient en laissant couler une boue infecte, mélange de sang, de pourriture et de terre. À Verdun, les soldats ne restaient pas plus d'une semaine au front. Régulièrement, ils étaient renvoyés vers l'arrière pour récupérer un peu de leur force. Puis ils repartaient vers un autre champ de bataille. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'il faut laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. En 1917, les Français ont regagné le terrain perdu autour de Verdun, et les Allemands cessent leur offensive sur cette région. Le dénouement de la Première Guerre mondiale se jouera sur d'autres fronts. Cette guerre peut nous sembler d'un autre temps. C'est pourtant à cette époque qu'ont explosé des techniques aujourd'hui quotidiennes. L'eau de Javel en médecine, l'aviation et le cinématographe, instrument de la propagande. Cette affiche nous invite à la première projection d'images animées faite avec une série de photos. Le cinématographe est né.
Les inventeurs sont les frères Lumière. Ils mettent au point le premier appareil capable de filmer et de projeter les images. La sortie des usines Lumière en 1895 est le premier film de l'histoire du cinéma. À l'origine, il y a la lanterne magique qui permet la projection d'images fixes. Avec d'autres appareils, on va donner l'impression du mouvement en faisant défiler rapidement les images successives et rapprochées d'un personnage qui bouge. C'est le début du dessin animé dans sa forme la plus simple. La photographie utilise le même procédé. Dans un premier temps, on étudie les différentes étapes du mouvement, comme le galop d'un cheval. Mais il faut beaucoup de photos pour animer une scène très brève. L'invention de la pellicule va révolutionner l'enregistrement des images. Désormais, on peut prendre une série de photos qui se suivent sans s'arrêter. Cette découverte va permettre la naissance du cinématographe. Les frères Lumière seront ainsi les premiers à faire la synthèse de toutes ces découvertes. Le cinéma va devenir un des moyens les plus importants pour rapporter l'actualité et servir la mémoire des hommes. La guerre de 14-18 est le premier grand conflit filmé et montré sur les écrans à la terre entière. Des paysages marqués à jamais, des techniques toujours présentes. Espérons que l'héritage de cette guerre sera aussi le souvenir de son horreur et de son absurdité. Voilà, c'était la bonne résolution du jour. Galilée est maintenant terminée, mais reviendra bientôt. Ciao, au revoir. Et que la paix soit avec vous.